Abdoulatif Aïdara. Il est le directeur général du SISPEX. Bonsoir, monsieur Aïdara. Bonsoir. Le SISPEX, ça veut dire quoi déjà? C'est le Centre africain d'intelligence stratégique. Qui évolue dans quoi? Qui évolue dans les questions de stratégie, dans les questions de paix, de sécurité. Ouais. Et qui a aussi un cycle d'enseignement, licence et master, et qui enseigne la géopolitique, qui enseigne la gouvernance sécuritaire, les questions de paix, de sécurité et de développement. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous vous avons conviés aujourd'hui sur ce plateau pour parler de la décision de la France de se retirer militairement du Mali. Déjà votre regard d'abord sur cette décision de Paris. Bon, la décision, je la vois comme étant une réplique à un soubresaut diplomatique. Vous savez que les Français ont été presque exclus du Mali. L'ambassadeur a été renvoyé. Et ce qu'ils ont pris comme une humiliation. Mais il fallait prendre une initiative pour marquer le retour de la France, c'est-à-dire essayer de donner l'impression que la France n'a pas été chassée, mais qu'elle est partie en concertation avec les Européens. Donc c'est une manière de reprendre l'initiative. C'est très stratégique ce qu'ils ont fait. Oui. C'est une manière de reprendre l'initiative en montrant qu'effectivement, ce n'est pas la France seulement qui est concernée, c'est toute l'Europe qui est concernée. Et avec l'Union africaine, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Absolument. Et même avec le soutien des États-Unis, que c'est l'Amérique qui est concernée. Donc ils ont enveloppé le phénomène dans une dynamique diplomatique qui leur permet de reprendre l'initiative au Mali. Oui. Ils ont quand même évité l'humiliation au Mali. Mais c'était une manière de réparer l'humiliation. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la France quitte militairement le Mali, quelles seront les conséquences? Enfin, les conséquences... Quelles seront les conséquences? Les conséquences seront très importantes. Vous savez, les Français ne vont jamais quitter le Sahel. Ça, le président l'a dit ce matin d'ailleurs, que nous quittons le Mali, mais pas le Sahel. Ils ont trop d'intérêt pour quitter comme ça le Sahel. Bon, ils quittent le Mali parce qu'il y a des problèmes avec les actuels dirigeants maliens. Et demain, ils peuvent revenir si la donne change. Absolument. Donc, ils ne vont pas aller loin. Ils vont aller au Niger. Et même pas à l'intérieur du Niger. Parce qu'ils ont déjà une base au Niger. Mais ils iront à la frontière. Juste à la frontière avec le Mali pour attendre. Et c'est-à-dire le bouleversement stratégique qui sera issu de ça, c'est que les djihadistes sont dans les frontières. Absolument. Mais si la France replie dans les frontières, les djihadistes sont obligés de replier, de se disperser encore à l'intérieur du territoire. Et c'est là où est le danger, parce qu'ils vont descendre vers les pays limitrophes, ils vont descendre vers le golfe de Guinée. Déjà, ils sont entre Bénin, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on va accentuer la dispersion et même à l'intérieur du Mali, il n'y a aucune indication qui permet de dire aujourd'hui que l'armée malienne est capable de résister à ça. Malgré les paroles, malgré leur dire, il n'y a aucune indication qui permet de dire que sur le plan de souveraineté stratégique, l'armée malienne est capable. Et c'est une façon de montrer aux Maliens que vous n'êtes rien sans nous, peut-être. Oui, c'est-à-dire, nous, en Afrique, on a un problème. Notre grand problème, c'est la souveraineté stratégique. Moi, je pense qu'il ne sert à rien d'avoir des ambitions. L'ambition sans les moyens, c'est ce que le français appelle la prétention. Il faut se donner les moyens de sa gouvernance sécuritaire. On ne peut pas toujours chercher à s'adosser à une puissance pour pouvoir régler. Parce que les gens ne viennent pas mourir pour nous. Absolument. C'est pas possible. Les Français, bon, j'ai entendu les gens parler d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a l'échec parce que les gens s'attendaient à ce que la France fasse la guerre à leur place. Pour cela, c'est un échec. Mais pour les Français, ils avaient des objectifs. Et les Français ont atteint tous leurs objectifs. Quand il fallait, en 2013, envoyer Serval pour débarrasser, pour que les terroristes ne marchent pas sur Bamako, mais ils ont réussi. Absolument. Ils ont stoppé l'avancée, ils ont renvoyé les terroristes, ils ont occupé les villes. Donc ça, c'est des objectifs atteints. Est-ce que vous êtes Maintenant, leur objectif, c'est de défendre leurs intérêts. Chaque fois que l'intérêt français est menacé au Mali, vous voyez, les Français sortent, défendent l'intérêt et reviennent. Quand on a enlevé 2 Français dans le parc de la Pangerie, qui est le prolongement du parc W d'Arlit au Niger, c'était au Bénin.
Mais les Français ont quitté leur base, ils sont allés reprendre les 2 Français, les ont ramenés en France et ils ont replié. Oui. Donc, eux, pour leur objectif est clair, ils ne sont pas là pour se battre à notre place. Oui. Il faut que les gens soient des réalistes, que les Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, que tout le monde sache que la coopération ne signifie pas que les gens viennent pour mourir à notre place. S'il y a le prix du sang à payer, c'est les Maliens, c'est les Sénégalais, c'est les Burkinabés, c'est les Nigériens qui doivent le payer. Ce n'est pas la France. Oui. Voilà. Donc s'attendre à ce que la France vienne régler nos problèmes à notre place, vraiment c'est de la naïveté. Mais l'Afrique n'a pas les moyens quand même de s'autodéfendre. On a quand même entendu ce matin le président Macky Sall le dire, le président de l'Union africaine par ailleurs, dire que la question de la lutte contre le terrorisme ne peut pas être à elle seule l'affaire des Africains. Ce qui veut dire que l'Afrique n'est pas prête, n'a même pas les moyens pour faire face. C'est-à-dire, dans un sens, il a raison, dans le sens de la coopération. Sur le plan de l'appui aérien, sur le plan des renseignements. Oui. Parce que les Européens, ils ont des systèmes d'information que nous n'avons pas. Absolument. À partir des satellites, ils peuvent nous renseigner. Oui. Sur ce plan-là, d'accord. Oui. Mais sur le plan de la bataille, la guerre proprement dite, contre nos propres problèmes, ils ne peuvent pas se substituer à nous. Ça, il faut que les Africains se donnent les moyens de prendre en charge. Comment justement se donner les moyens? On a vu que nos armées ne sont pas suffisamment armées pour faire face à c'est parce que les gens ne se donnent pas les moyens. Je vais te donner un exemple. Inata, qui au Burkina Faso, qui a été à l'origine vraiment de ce malaise burkinabé qui a fait tomber le président. Oui. Ils ont tué 53 gendarmes en une seule journée. Absolument. Mais le cantonnement qui a été attaqué par les terroristes, 1 mois à l'avance, avait donné des signaux. Ils n'avaient plus de carburant, ils n'avaient plus de munitions. Et pour manger, ils étaient obligés d'aller dans la brousse pour chasser les gazelles pour manger. Absolument. À ce moment-là, à Ouagadougou, qu'est-ce que faisaient les dirigeants? Mais ils mangeaient à leur faim. Absolument. C'est ça le fond du problème. C'est ce que j'appelle la souveraineté stratégique. Absolument. Au Sénégal, par exemple, nous, on ne vit pas ça. Parce que nous, c'est un État organisé, le Sénégal. Oui. On ne vit pas ça. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Oui. Ailleurs, non seulement il y a une désorganisation au niveau de l'État, mais il y a des zones où il n'y a pas d'État. Ici, partout où vous allez, vous trouverez un poste de police. Dans chaque département, il y a un tribunal. Oui. Il y a une infirmerie. Il y a un poste de santé. Il y a une école. Oui. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Absolument. Si vous allez au Nord-Mali, il y a des endroits où ce sont les terroristes qui font la loi. Oui. Non seulement ils font les tribunaux, mais ils balayent les rues, c'est-à-dire ils remplacent les communes. C'est-à-dire c'est eux qui nettoient les rues. Oui. C'est eux qui soignent les gens quand ils sont malades. Oui. C'est eux qui leur donnent de l'argent, les denrées de première nécessité. Oui. Oui. Mais ces gens-là, ils sont même au sein des communautés. Ces gens-là, ils sont plus enclins à écouter les terroristes. Absolument. Que de se soucier des préoccupations d'un État qui est là-bas, très loin de leurs préoccupations. Oui. C'est ça notre problème. Absolument. C'est ce que j'appelle la souveraineté stratégique. C'est-à-dire que quand on est incapable d'assurer la souveraineté sur l'ensemble de son territoire, on n'est pas un État. En tout cas, on n'est pas un État viable au XXIe siècle. Oui. Ce qui veut dire que les forces étrangères seront toujours là. Oui, c'est-à-dire pour le moment, le Mali, ils sont en train de gesticuler, mais ils n'ont pas les moyens de faire face à la dérive terroriste. Même avec les Russes, ce n'est pas possible. Les Russes ont d'autres préoccupations. Vous savez, dans les relations internationales, chaque grand pays a sa zone stratégique. La zone stratégique de la Russie n'est pas l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en Ukraine. Oui. Parce que leur souci, c'est quoi? C'est que les Occidentaux sont en train d'élargir l'OTAN au niveau des anciens pays de l'Union soviétique, y compris l'Ukraine. Et la ligne rouge, c'est que l'Ukraine ne passe pas partie de l'OTAN. Parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les Russes auront l'OTAN à leur porte, juste à leur frontière. Et ça, c'est inacceptable pour eux. Entre eux et l'OTAN, il faut qu'il y ait au moins un État. Voilà, donc c'est ça leur préoccupation actuelle, c'est pas le Mali. Les Russes, c'est pas comme la France. Les Russes, ils sont plus riches que le Mali sur le plan minier, sur tous les plans. C'est un grand pays, beaucoup de richesses. Toutes les matières premières se retrouvent en Russie. Donc, ils viennent en Afrique, c'est simplement pour ne pas laisser le champ totalement libre à l'Occident. Mais en réalité, ils ne sont pas prêts à mourir pour l'Afrique. Vous ne verrez jamais un soldat russe. Non, ils ont pris Wagner. Wagner, c'est une société privée.
C'est des mercenaires qu'ils ont envoyés. Voilà, mais ils n'enverront pas leur armée ici. Non, ils ne sont pas prêts à mourir. Tandis que les Français, ils ont des intérêts stratégiques en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, leur ancienne précarité coloniale. Ils ont plus intérêt à rester en Afrique, à créer des camps militaires de toute façon, que les Russes, ils n'ont même les pas Chinois, cette volonté les Turcs ou les Algériens. Ils n'ont pas affiché cette volonté de partir définitivement. Non, ils ne partiront pas. De toute façon, même le retrait du Mali se fera progressivement sur 6 mois, 1 an. Entre-temps, tout peut se passer. Oui, vous avez tout compris. C'est-à-dire, quand on donne l'échéance de 6 mois, c'est parce qu'en 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, donc ils sont actuellement, en tout cas, ils sont à Gao. Ils sont à Menaka, ils sont à Gossi, donc de grands cantonnements. Sur le cantonnement de Gao, c'est pas facile de l'évacuer, parce que là-bas il y a une unité qu'on appelle l'unité tactique du désert. C'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de matériel de transmission et autres. Donc c'est pas facile de le transférer. Donc ils ont donné un délai de 6 mois. En 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir au Mali. Enfin, ça dépend des autorités maliennes, parce que le Mali aussi, on n'en est pas encore. C'est dans un contexte quand même où la CEDEAO a complètement asphyxié le Mali. Aujourd'hui, quelle devrait être la position de la CEDEAO par rapport à ce qui arrive? La CEDEAO a une position normale. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter qu'à la place des élections libres et démocratiques, que les militaires qui ont des armes de la République s'arrogent justement de cette position, de cette posture de force pour arracher le pouvoir à un président démocratiquement élu sous prétexte que le président ne travaille pas. Ce n'est pas leur problème de savoir. C'est le peuple qui a élu le président. Et si le président ne travaille pas, on l'attend aux prochaines élections et c'est le peuple qui doit le débarquer. Maintenant, si on laisse les militaires, comme ils ont fait en Guinée, comme ils ont fait au Burkina, comme ils ont fait au Mali, prendre le pouvoir, mais on les laisse et puis le Mali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils vont faire 5 ans, c'est-à-dire plus une année. Déjà, ils ont fait 1 an, plus 5 ans, ça fait 6 ans. C'est un mandat présidentiel. Donc, on n'est pas encore sorti des lornières. C'est inacceptable. Moi, je pense que les militaires, il y avait une situation, le peuple s'est soulevé, mais en France, le peuple s'est soulevé, mais on n'a pas remplacé le président français. L'affaire des Gilets jaunes a duré combien de temps? C'était moins important que ce qui s'est passé au Mali. Mais on n'a jamais renversé le président. Monsieur Trump, ce qu'il a fait après son élection, ça n'a pas renversé le président. Sauf qu'au Mali, le peuple semble applaudir la transition. Oui, parce que vous savez, le peuple n'a pas de mémoire. C'est ce même peuple qui a applaudi François Hollande au lendemain de l'opération française en 2013. C'est ce même peuple demain, quand il sera asphyxié sur tous les plans, quand il n'y aura plus de monnaie, quand il n'y aura plus de denrées de première nécessité, quand le carburant va augmenter et le carburant fait marcher l'eau, donc quand il n'y aura plus d'eau, c'est ce même peuple qui va débarquer les militaires. C'est-à-dire le peuple n'a pas de mémoire. Le peuple, c'est une conscience collective. C'est pourquoi l'erreur des militaires maliens, c'est de vouloir faire de l'État malien un État individualisé comme un homme qui défend une fierté, qui défend un honneur national. L'État, c'est la conscience collective. L'État n'a pas de fierté. La fierté de l'État, c'est trouver des solutions aux problèmes des populations. Ce n'est pas le populisme qui accompagne les populations. Mais cette spirale de coups d'État qu'on connaît ces derniers temps, est-ce que la CEDEAO n'est pas en partie responsable de ce qui arrive dans certains pays et qui n'épargne personne d'ailleurs? Je ne pense pas, par exemple, en quoi la CEDEAO est responsable de ce qui s'est passé au Mali. Oui, parce qu'on a vu dans certains pays que certains chefs d'État ne respectent pas leur constitution. Voilà ce qui est arrivé au Mali, le peuple est sorti. En Guinée, attendez, au Burkina, si vous parlez des 3e mandats, les gens, ils respectent la constitution. C'est la constitution qui permet d'être révisée. Ils révisent la Constitution pour que la Constitution leur octroie un 3e mandat et après ils font le 3e mandat. On n'a jamais vu un président se lever sans réviser la Constitution et réclamer un 3e mandat. Ne pas respecter la Constitution, c'est ce qui arrive. Ce sont les situations c'est-à-dire, ça c'est un débat qui amène les coups d'État. C'est un débat très profond que nous, dans notre institut, on a analysé les problèmes entre les États africains et les constitutions. Nous avons des problèmes avec la Constitution. Parce que les constitutions ne reflètent pas nos réalités culturelles et nos réalités politiques. Nous avons recopié les constitutions françaises que nous avons amenées en Afrique. On nous a fait porter des camisoles par la force.
serrés ou bien trop amples, mais on les a fait. C'est ça qui fait que, est-ce que les constitutionnalistes africains se sont réunis pour trouver une constitution purement africaine, adossée à nos réalités socio-culturelles africaines? Ils ne l'ont jamais fait. Ils se sont toujours contentés de recopier les constitutions occidentales, de les apprendre par cœur. Et ça, c'est pas normal. Mais quand ce sont les chefs d'État africains eux-mêmes qui tripatouillent nos constitutions, qui en font leur cahier de brouillon, quand même, ils ont une part de responsabilité dans ce qui arrive. Ils sont tous membres de la CEDEAO. On a entendu les présidents de la Guinée-Bissau, le président du Nigeria le dire. Les questions de troisième mandat, c'est ce qui arrive, c'est ce qui amène les coups d'État en Afrique. C'est pourquoi je dis, est-ce que la CEDEAO n'a pas une part de responsabilité dans ce qui arrive? Vous savez, le coup d'État militaire, c'est quelque chose d'illégal et d'illégitime. Le tripatouillage de la Constitution est permis par la Constitution. Ah bon? Oui. C'est la Constitution elle-même qui ouvre des fenêtres qui permettent de la changer. Et d'y mettre justement certains articles ou bien d'enlever certains articles. C'est possible, mais de ne pas tailler quand même les articles de la Constitution sur mesure. Mais ça se fait sur mesure. Il y a des articles qui ont été taillés. Quand on dit que, par exemple, dans un pays, on voit un opposant vieux, on dit que d'accord, maintenant, pour être président de la République, il faut avoir moins de 60 ans. C'est taillé sur mesure, c'est pour éliminer l'opposant. C'est la Constitution qui permet. C'est-à-dire, les constitutions ne sont pas verrouillées. Ne sont pas verrouillés. Chaque président qui vient peut tailler sur mesure. Là, il suffit d'avoir un bon tailleur et vous verrez, vous avez sur mesure vraiment un costume qui vous va très bien. Donc, et c'est ça le danger. Maintenant, entre les constitutions, est-ce qu'il faut préférer les constitutions en l'état ou bien les coups d'État en l'état? Moi, je préfère qu'on laisse les politiques et qu'on se batte pour le verrouillage des constitutions. Mais qu'on laisse les politiques quand même diriger les pays. Parce que l'armée, c'est pas comme vous et moi. Vous n'avez pas de Kalachnikov. Vous n'avez pas de bombes. Mais les militaires, ils ont des Kalachnikov, ils ont des armes. Ils disposent de l'arsenal de la République. Et chaque fois que de besoin, ils peuvent l'utiliser contre nous. Et la place des militaires, est-ce que si on permet ça maintenant, où est-ce qu'on va? Mais quels sont ceux qui doivent aujourd'hui porter le combat du verrouillage des constitutions? C'est la société civile, c'est les hommes politiques. Le malheur est que chaque fois qu'un homme politique est dans l'opposition, il parle de verrouillage de la Constitution. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, c'est lui-même en premier lieu qui va changer la Constitution. Voilà notre grand problème. Donc le problème de l'Afrique, c'est que ça prouve que les constitutions là ne sont pas, c'est pas fait pour nous. On n'a pas réfléchi sur une constitution qui nous est propre, qui s'est adossée à nos réalités socio-culturelles. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Mais nous, on a recopié. On n'a pas notre monnaie, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? À l'image de la monnaie, voilà. C'est qu'on a recopié les constitutions des autres, comme la monnaie des autres. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on ne développe pas une économie normale. Mais je pense que ça va changer parce que l'Afrique est en train de penser à une monnaie unique. Je pense toujours adossée à la France, mais il faut savoir aussi que l'histoire doit faire son temps. C'est en passant justement par ces étapes-là que justement les grandes démocraties en sont arrivées à la maturité démocratique. Nous sommes dans les balbutiements de la démocratie. Voilà, donc il faut que 60 ans après les indépendances, ça prend du temps quand même. Oui, mais c'est peu de temps par rapport à l'histoire. La Révolution française a eu lieu quand? En 1789. C'est-à-dire 60 ans, ce n'est rien par rapport à l'histoire. Le temps de l'histoire. Il faut laisser l'histoire mûrir. Parce qu'il y a des choses, si vous dites ça au Sénégal... 100 ans après, peut-être? Je ne sais pas, ça dépend. Il faut donner le temps. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce n'est plus comme la France du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui accélèrent. Les choses se font de manière très accélérée maintenant. Ce n'est plus la jeunesse africaine est devenue beaucoup plus exigeante. Maintenant, si la société civile s'y met, si les politiques s'y mettent, bon, vous verrez, ça va changer. Absolument. On l'espère. Mais ce qu'il faut d'abord, la sécurité précède le développement. C'est-à-dire si on n'a pas les moyens
de se défendre, d'assurer sa souveraineté sécuritaire, on ne peut pas se développer, c'est pas possible. Absolument. Vous construisez un pont, vous construisez des écoles. À quoi servent le financement qui a été débloqué au Burkina pour construire les écoles dans la région de Soum? Absolument. Actuellement, toutes les écoles sont évacuées. Absolument. Le préfet est parti, les militaires sont partis, la gendarmerie est acquittée. Et les écoles sont occupées aujourd'hui par les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes. Ils sont des terroristes. Mais donc, à quoi ça sert de construire des écoles? Moi, je pense que les fonds, l'Afrique doit se tourner, au lieu au moins de se concentrer sur ce qu'on appelle la souveraineté stratégique. Absolument. C'est-à-dire, si on n'a pas de moyens militaires capables de résister face à une attaque, en attendant des soutiens, justement, de l'étranger. Si on n'a pas ça, on ne peut pas se développer. C'est pas possible. Et ça, c'est notre grand problème. Justement, les chefs d'État africains n'ont pas cette volonté d'armer, d'équiper leur armée. Mais si, au Sénégal, par exemple, je vous donne l'exemple du Sénégal. Puisqu'ils ne respectent pas les constitutions, puisqu'ils ne respectent pas le nombre de mandats, ils ont peur que l'armée... il ne peut pas équiper une armée qui n'hésite pas à prendre le pouvoir. Ça dépend de l'État. Peut-être s'il y a des États où le coup d'État sont tellement fréquents que chaque président a peur du chef d'État-major général des armées. Il le regarde chaque matin, il le fait surveiller. Bon, il a peur aussi de lui donner les moyens. Mais par exemple, un État comme le Sénégal, où je touche du bois, on n'a jamais eu de coup d'État. Bon, l'armée est bien équipée et il y a une séparation des pouvoirs et nos petits moyens aussi, on les utilise à armer. Par exemple, s'il y a une attaque terroriste aujourd'hui, le Sénégal est très organisé. Il y a le système de renseignement qui est très performant. Il y a le SICO, un comité ministériel capable qui est interministériel pour faire face à toute attaque. Et dans ce comité interministériel, il y a une dimension opérationnelle qui met en œuvre les forces spéciales de l'armée, les forces spéciales de la gendarmerie, le GIGN, les forces spéciales de la police, la BIP. Donc, vraiment, c'est organisé. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Mais il ne faut quand même pas faire la fine bouche quand même. Ils ne sont pas organisés au point de ne pas dormir sur nos lauriers. Hein. Oui, mais si vous faites les pays environnants, quand même, vous êtes très fiers d'être sénégalais. Pour nous rassurer alors. Monsieur Dr Abdoulatif Aïdara, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique. Merci. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot à ajouter, non? Enfin, l'appel que je lance ça aux États africains, aux journalistes que vous êtes, à la société civile, aux hommes politiques. La souveraineté stratégique. Absolument. Faisons tout pour être capables de nous défendre nous-mêmes au lieu de toujours compter sur les autres. La France n'est pas là pour mourir à notre place. S'il y a le prix du sang à payer, c'est nous qui devons le payer. Donc, dire que la France a échoué, la France n'a pas échoué. Et il nous a rappelé quand même que c'est les 53 soldats qui sont morts au Mali. Ce matin, le président Macron l'a rappelé. 53 soldats dans le Sahel, les 48 sont morts au Mali. Absolument. Ne serait-ce que pour ça, franchement, on devait un peu les ménager. Mais quand même, ils ont repris l'initiative avec ce sommet-là. Ils ont mis dans le lot toute l'Europe, toute l'Afrique. Et ils vont revenir en force. Ils reviendront en force. Inch'Allah. Ils ne nous laisseront pas tout seuls. Voilà, comme le président Macky Sall l'a demandé. En attendant qu'on ait notre souveraineté stratégique. Voilà. Très bien, monsieur Aïdara, je vous remercie. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.